Considéré comme la deuxième plus vieille profession, l'espionnage consiste essentiellement à voler des secrets. Les motivations poussant les individus vers l'espionnage clandestin sont restées étonnamment constantes. Qu'il s'agisse d'argent, d'idéologie, de coercition ou d'ego, les méthodes employées dans cet art ont connu des bouleversements majeurs. Des espions de l'Égypte et de Rome antique aux gadgets ingénieux de la guerre froide, jusqu'aux cyber-guerriers de l'ère numérique, outils et tactiques ont évolué. La mission cependant, dans ce jeu ancestral de pouvoir et d'information, est restée la même: recruter des espions pour voler des secrets et mener des actions clandestines. Dans les couloirs du pouvoir antique, l'espionnage faisait autant partie du gouvernement que le sceptre et le trône. Les anciennes civilisations, dont l'Égypte, la Chine, l'Inde, Rome et la Grèce, considéraient l'espionnage comme un outil politique et militaire essentiel. Les premiers récits d'espionnage archétypal figurent peut-être déjà dans la Bible. Prenez par exemple les 12 espions envoyés par Moïse dans le pays de Canaan, ou les 2 espions cachés par Rahab lorsque les murs de Jéricho se sont effondrés. Les pharaons de l'Égypte antique reconnaissaient tôt la valeur du renseignement, déployant des espions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays pour protéger leur règne. Ces agents experts en chiffrement ont aussi créé des formes primitives d'encre invisible. Les espions égyptiens collectaient un temps des informations et étaient aussi des assassins experts en poisons et toxines. L'Empire romain, une civilisation souvent louée pour sa puissance militaire et son sens stratégique, entretenait une relation complexe avec l'art de l'espionnage. Alors que les écrivains romains se vantaient souvent des tactiques directes et puissantes de leur armée, les archives historiques dressent un tableau plus nuancé. Au lieu de rejeter les opérations secrètes, les Romains employaient diverses techniques de renseignement pour gérer leur vaste empire. Sun Tzu, stratège chinois du IVe siècle, avait au Jésus-Christ a fondé l'espionnage moderne dans son ouvrage « L'art de la guerre ». Il a souligné l'importance de se connaître soi-même ainsi que son ennemi, notant que la connaissance préalable des plans de l'ennemi apporte la victoire sur le champ de bataille. Après la chute de l'Empire romain et alors que le monde entrait dans le Moyen Âge, l'espionnage a dû s'adapter au système féodal et l'essor de l'Église catholique comme puissance politique dominante. Les activités d'espionnage sont devenues centrales pour l'Inquisition, l'Église utilisant son vaste réseau d'informateurs pour traquer les hérétiques et les opposants politiques. Alors que l'espionnage au Moyen Âge était en grande partie limité au temps de guerre, l'émergence d'États-nations comme la France et l'Angleterre a vu la promulgation de lois contre la trahison et l'espionnage politique. Naturellement, avec l'espionnage vient le contre-espionnage, et protéger ses propres secrets est devenu aussi important que la capacité de voler ceux d'un adversaire. En regardant vers l'Est, lors de leur conquête au XIIIe et XIVe siècle, les Mongols comptaient fortement sur l'espionnage. Les espions seméant la discorde chez l'ennemi, tandis que les éclaireurs surveillaient les mouvements de troupes. De même, dans le Japon féodal, les shinobi étaient utilisés pour la collecte de renseignements, le sabotage et l'assassinat. Au fil du temps, la Renaissance a vu émerger l'espionnage moderne, mêlant diplomatie et collecte de renseignements jusqu'à les rendre indissociables. Cette période a vu le développement d'organisations de renseignement plus structurées, conçues pour protéger les intérêts nationaux. La principale d'entre elles était le service secret vénitien. Au XVIe siècle, Venise avait créé une structure de renseignement formelle, dotée d'une hiérarchie organisée et divisée en réseaux de communication distincts. Elle était dirigée par le Conseil des 10, chargé de la sécurité à Venise, dans le nord de l'Italie et au Levant. Cette structure de renseignement organisée a joué un rôle essentiel dans la préservation des intérêts vénitiens, dans le commerce oriental des épices et de la soie, et dans la fourniture de renseignements précieux au Conseil, pendant les longues guerres contre l'Empire ottoman. En Angleterre, à l'époque élisabéthaine, François Walsingham a créé un service de renseignement avec des cryptographes et des experts en falsification. Il a joué un rôle déterminant dans la révélation du complot Ridolfi de 1571 qui visait à remplacer la reine Élisabeth Ier par Marie, reine d'Écosse. Le réseau d'agents de renseignement de Walsingham s'étendait à travers l'Europe, dont beaucoup travaillaient sous couverture diplomatique depuis les ambassades nouvellement établies.
Au zénith du XVIIIe siècle, l'air était chargé de l'odeur de la poudre à canon et de la ferveur de la Révolution. En Amérique, 13 colonies se préparaient à rompre leurs liens avec l'Empire britannique. En France, de l'autre côté de l'Atlantique, l'agitation sociale bouillonnait. Dans les deux domaines, espions et agents secrets jouaient des rôles aussi majeurs que tout général ou homme d'État. Le général George Washington a instauré un efficace service de renseignement pour surveiller les Britanniques durant la guerre d'indépendance américaine. Le cercle Culper, créé par le major Benjamin Talmadge en 1778, a été crucial pour collecter des renseignements sur les forces britanniques à New York. Le réseau de renseignement a découvert que Benedict Arnold, traître américain, voulait livrer le fort de West Point aux Britanniques. Ce qui aurait été un coup dur pour l'armée continentale américaine. Les efforts de renseignement de Washington étaient si efficaces qu'il fut surnommé le premier maître espion d'Amérique. Pendant la période tumultueuse de la Révolution française et de la Terreur, des espions et des informateurs étaient utilisés pour débusquer les contre-révolutionnaires. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, les Britanniques ont organisé un large réseau d'agents pour contrer la ferveur révolutionnaire française. Napoléon Bonaparte a largement utilisé des agents secrets, notamment dans ses relations avec la Russie, même s'ils n'ont pas pu empêcher la catastrophe. Il s'agissait de la campagne de Russie. Son réseau de renseignement ne se limitait pas seulement à l'espionnage, il comprenait aussi le recrutement de soldats, la collecte de fonds et même une campagne de propagande visant à établir des parallèles entre lui et le grand empereur Charlemagne. À l'aube du XIXe siècle, le monde se retrouvait plongé dans les affres de deux forces transformatrices, l'impérialisme et l'industrialisation. Les puissances européennes étendaient leur dominion à travers l'Asie, l'Afrique et les Amériques, tandis que les usines et les chemins de fer révolutionnaient les économies et les sociétés. L'élan de la révolution industrielle signifiait que les secrets technologiques devenaient aussi précieux que les conquêtes territoriales. Les pays voulaient et se dépasser dans la fabrication, l'armement et les transports. L'espionnage industriel est devenu monnaie courante, avec des agents qui volaient en pince des plans et faisaient même passer clandestinement des ouvriers qualifiés d'à travers les frontières. Ce qui a émergé comme l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'ère industrielle fut le télégraphe. Cette merveille de la technologie a permis une communication quasi instantanée sur de longues distances, révolutionnant non seulement la communication quotidienne, mais aussi le monde de l'espionnage. Le code Morse, série de pointes et traits, est devenu le langage secret et rapide des décennies suivantes. Pour les agences de renseignement, le télégraphe était une arme à double tranchant. D'un côté, il permettait une diffusion rapide de l'information, rendant possible la prise de décision en temps réel sur la base de renseignements actuels. Cependant, les lignes télégraphiques, quand elles étaient vulnérables à l'écoute, l'interception et le déchiffrement des messages. Cela a mené à l'emploi de méthodes de chiffrement existantes pour sécuriser les transmissions télégraphiques. La complexité de la gouvernance impériale et la concurrence industrielle ont mené, au début du XXe siècle, à la création d'agences de renseignement plus organisées et spécialisées. Le Bureau des services secrets britanniques, le précurseur du Military Intelligence, SIS a été créé en 1909 en partie en réponse aux préoccupations croissantes concernant les activités d'espionnage allemandes, menées par son agence, connue sous le nom de département 3B. Pour ces agences et d'autres, la protection des secrets industriels et des intérêts coloniaux était essentielle. Alors que le monde sombrait dans le chaos de la Première Guerre mondiale, l'espionnage est devenu un jeu plus sophistiqué et mortel. La guerre ne se menait pas seulement dans les tranchées, elle se jouait aussi dans l'ombre, où opéraient espions et agences de renseignement. Dans un monde de codes, de déchiffreurs et de subterfuges, le décryptage, ou cryptographie, est devenu un aspect essentiel du travail de renseignement. La radio et le télégraphe étaient les principaux moyens d'envoyer et de recevoir ces messages codés. La Première Guerre mondiale a déclenché une course aux armements en cryptographie. Les anciens chiffrements lents et manuels avaient disparu. De nouveaux chiffrements à rotor électrique les ont remplacés, y compris le chiffre à ruban unique, télétype, capable de chiffrer et déchiffrer instantanément les messages. Bien que techniquement neutres durant la guerre, les États-Unis sont devenus une puissance manufacturière mondiale, fournissant explosifs et munitions à la triple entente.
L'Allemagne a mené des opérations secrètes aux États-Unis pendant cette période afin de freiner l'afflux de fournitures à ses adversaires européens. En janvier 1917, après des années de combats acharnés, les services de renseignement britanniques ont intercepté et déchiffré un télégramme envoyé par le ministère allemand des Affaires étrangères à son ambassadeur au Mexique. Ce télégramme, connu sous le nom de télégramme Zimmermann, révélait un complot allemand visant les États-Unis et promettait au Mexique des gains territoriaux en échange. Cela a été l'impulsion pour les États-Unis d'entrer en guerre, ce qui s'est finalement avéré décisif dans le conflit. La Première Guerre mondiale a fondamentalement changé le paysage de l'espionnage en introduisant le renseignement d'origine électromagnétique moderne, axé sur la surveillance, l'interception et l'interprétation des signaux radio et radars. La scène était ainsi préparée pour les guerres de renseignement qui allaient suivre durant le reste du XXe siècle. Les germes d'un nouveau conflit étaient déjà présents en Europe avant la fin de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles a humilié et affaibli économiquement l'Allemagne, facilitant l'ascension d'Adolf Hitler. Pendant ce temps, la révolution bolchevique de 1917 a donné naissance à un nouvel État communiste en Russie. Le monde était en train de changer, et avec lui les méthodes de guerre. L'espionnage, jadis secondaire, s'apprêtait à devenir central. Durant l'entre-deux-guerres, les agences de renseignement ont poursuivi leur évolution et expansion. La collecte de renseignements et la désinformation étaient au cœur des opérations militaires des grandes puissances. L'un des épisodes les plus spectaculaires de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale a été le déchiffrement du code Enigma de l'Allemagne. À Bletchley Park, les cryptanalystes britanniques menés par Alan Turing ont inlassablement tenté de décrypter le code. Leur succès a offert aux Alliés un aperçu précieux des plans allemands, écourtant probablement la guerre de plusieurs années sans. Tandis que les déchiffreurs travaillaient dans des lieux secrets, les agents de terrain risquaient leur vie derrière les lignes ennemies. L'armée secrète de Churchill, l'exécutif des opérations spéciales, Special Operations Executive, formait hommes et femmes à l'espionnage. Parachutés en territoire ennemi pour soutenir les mouvements de résistance locaux, les agents du Special Operations Executive étaient bien formés au sabotage, à la logistique et à la collecte de renseignements. Des agents comme Virginie Hall et Nancy Wake, la souris blanche, sont devenus légendaires. Leurs exploits et leurs contributions se lisent comme les pages d'un roman à suspense. Cette collaboration a été essentielle pour perturber la logistique allemande et soutenir la libération de la France. Une autre opération de tromperie célèbre fut l'opération Hachi, visant à tromper les puissances de l'Axe. Avant l'invasion alliée de la Sicile, en 1943, les services de renseignement britanniques ont habillé un cadavre en officier des Royal Marines, en y plaçant de faux documents mentionnant une attaque en Grèce et Sardaigne plutôt qu'en Sicile. Le corps a été relâché près des côtes, puis récupéré par les autorités espagnoles. Les faux documents sont parvenus entre les mains des services de renseignement allemands. En mordant à l'hameçon, le haut commandement allemand a détourné des forces vers la Grèce et la Sardaigne. Ainsi, la Sicile a été conquise plus vite et avec moins de pertes que prévu. Pourtant, ce n'était pas que de la gloire pour les agences de renseignement alliées et les espions. À chaque victoire correspondait une défaite embarrassante. En 1943, un jeune cryptographe britannique nommé Leo Marx soupçonnait que les agents du Special Operations Executive aux Pays-Bas avaient été compromis. Ces avertissements furent ignorés. 2 agents néerlandais ont été capturés par les Allemands qui ont contrôlé leur communication avec les Britanniques pendant 2 ans. L'opération allemande d'Asenglandspiel, ou Jeu d'Angleterre, a entraîné l'arrestation de 25 agents à leur arrivée en Hollande. De nombreux largages de ravitaillement en armes et munitions pour la résistance ont aussi été interceptés par les Allemands. Malgré ces revers, le renseignement et la désinformation jouèrent un rôle clé à mesure que les Alliés approchaient de l'Allemagne. Avant le jour J, une équipe variée d'espions, appelée espions du jour J ou espions marginaux, a été essentielle au succès du débarquement de Normandie. Ces agents, sous l'égide du système britannique de double jeu, ont transmis de fausses informations aux Allemands, les convainquant que l'invasion aurait lieu au Pas-de-Calais plutôt qu'en Normandie. Aux États-Unis, un autre type d'opération secrète était en cours, le projet Manhattan. L'objectif était de construire une bombe atomique avant que l'Allemagne ne le puisse.
Le projet a été infiltré par des espions soviétiques tels que Klaus Fuchs et Julius Rosenberg, qui ont transmis des secrets nucléaires à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cette violation allait ensuite attiser l'espionnage de la guerre froide, la connaissance nucléaire devenant le prix ultime dans l'idéologie. Les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique sont sortis des flammes de la Seconde Guerre mondiale comme les nouvelles superpuissances mondiales. Alliés improbables durant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont unis temporairement pour vaincre un ennemi commun. Les États-Unis, bastion du capitalisme et de la démocratie, et l'Union soviétique, forteresse du communisme, se méfiaient l'un de l'autre. Le fossé idéologique entre l'Est et l'Ouest donna rapidement naissance à une nouvelle forme de guerre menée par procuration et par la propagande, utilisant les relations étrangères comme un bouclier diplomatique. Cette période a vu émerger de grandes agences de renseignement et des bureaucraties plus complexes. Les États-Unis ont fondé la National Security Agency, la CIA et le FBI, tandis que le Military Intelligence 5 et le Military Intelligence 6 britanniques ont vite grandi. De l'autre côté du rideau de fer, l'Union soviétique a créé le KGB et le Direction principale des renseignements appuyé par de nombreuses agences du bloc soviétique et de ses satellites. Qu'il s'agisse de la conquête spatiale ou du développement rapide de missiles nucléaires et balistiques intercontinentaux, l'Est et l'Ouest se sont opposés à tous les niveaux. Beaucoup considèrent la guerre froide comme l'âge d'or de l'espionnage, période durant laquelle il a atteint de nouveaux sommets de sophistication, de danger, d'impact et de risque. Des boîtes mortes au micro-point, en passant par les agents de liaison et les échanges furtifs, l'espionnage durant les 40 ans de la guerre froide a dû évoluer plus vite que jamais. Berlin, cœur du champ de bataille de la guerre froide, fut divisé en 4 zones par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Initialement divisé par l'idéologie, la construction du tristement célèbre mur de Berlin en août 1961 a donné une manifestation physique à la nation divisée. Berlin-Ouest était une petite oasis isolée de démocratie et de capitalisme, totalement entourée par un pays dont les nouveaux maîtres étaient farouchement communistes. En Occident, on craignait fortement que le communisme ne se propage de pays en pays, comme la chute de tant de dominos. C'est cette théorie qui a influencé la politique étrangère des États-Unis et la chasse aux communistes sur le sol américain, illustrée par le macartisme pendant la peur rouge. C'est dans ce contexte que l'espionnage a proliféré pendant la guerre froide. L'espionnage est une affaire très sérieuse, pour certains, c'est même une question de vie ou de mort. Raymond Elgartov décrit ainsi l'espionnage dans son livre « Un voyage à travers la guerre froide ». Compte tenu des risques importants de l'espionnage, il est intéressant de se demander pourquoi quelqu'un choisirait d'espionner, question qui relève de la psychologie. Le moyen mnémotechnique, money, idéologie, compromise, ego, servait à identifier les facteurs majeurs de motivation d'un espion. Ce sont l'argent, l'idéologie, la coercition et l'ego. Il y a eu d'innombrables espions dont la principale motivation était l'argent. Ces hommes et ces femmes trouvaient le grand attrait de la fortune et d'un style de vie luxueux irrésistible. Pour d'autres, c'est l'idéologie qui motivait principalement, la croyance qu'un système politique ou économique était fondamentalement bon. La coercition était fréquente, tout comme le chantage envers les diplomates et le personnel des ambassades. Qu'il s'agisse d'activités au marché noir ou d'une liaison avec une piège à miel surprise, des dizaines ont choisi l'espionnage plutôt que l'embarras, le chômage ou des poursuites. Enfin, l'ego. Certains, animés par des délires de grandeur et un besoin de puissance, trahissent leur nation. Parfois, les maîtres espions exploiteront le sentiment d'importance de leur cible, et ceux qui estiment ne pas avoir reçu la reconnaissance qu'ils méritent dans leur carrière. Pour ces hommes et ces femmes, un grade militaire, une place à la table, ou même simplement quelqu'un pour écouter leur discours suffisait. L'espionnage, jeu complexe, résultait souvent d'une combinaison de ces facteurs, ouvrant ainsi la voie à la trahison pour l'espion. Le jeu d'espionnage de la guerre froide était illustré par le dessin animé du magazine Madé, montrant 2 espions rivaux, l'un en noir, l'autre en blanc. Cela signifiait le contraste idéologique entre le capitalisme et le communisme, et, aux yeux de l'Occident, le bien contre le mal, respectivement. Pourtant, dans le monde de l'espionnage, les choses ne sont jamais aussi simples, ni aussi noires ou blanches.
Tout au long de la guerre froide, des taupes et des agents doubles franchissaient sans cesse la frontière entre héros et traîtres. Des hommes comme Aldrich Ames et Robert Hansen ont trahi les États-Unis de l'intérieur, tandis que Oleg Penkovsky et Adolf Tolkachev ont commis un acte de trahison en fournissant à l'Occident des informations cruciales sur les capacités nucléaires et militaires de l'Union soviétique. Au Royaume-Uni, la révélation des 5 de Cambridge. Ces officiers du renseignement britannique de confiance, qui avaient été recrutés par les soviétiques, ont ébranlé la communauté du renseignement occidental jusque dans ses fondements, semant des graines de méfiance qui allaient durer des décennies. En 1962, le monde a tremblé quand des avions espions américains ont repéré des missiles soviétiques à Cuba, à 90 miles des États-Unis. 13 jours durant, États-Unis et Union soviétique ont mené un dangereux jeu de surenchère. Les informations des avions U-2, des communications secrètes et de quelques actes d'espionnage ont permis d'éviter une catastrophe nucléaire. Tandis que les fusées la montaient, les ambitions de la CIA et du KGB grimpèrent aussi. La course à l'espace, théâtre céleste de l'espionnage. Les satellites, lancés pour la recherche scientifique, étaient aussi des plateformes d'espionnage. La guerre froide fut également l'époque où les médias et le grand public devinrent fascinés et captivés par la notion de super-espion. Les films et les romans non seulement divertissaient, mais façonnaient aussi les perceptions, brouillant parfois la frontière entre la fiction et la réalité. James Bond, le personnage élégant de Ian Fleming, apparaît en 1953 dans Casino Royale. Bond incarnait le glamour et l'audace de la guerre froide, capable de désamorcer une bombe nucléaire et de séduire un agent ennemi d'un coup. Bien que Fleming lui-même ait déclaré que le personnage de Bond n'était qu'une absurdité qu'il avait inventée, il est difficile de ne pas comparer ce personnage à la vie bien réelle d'hommes comme Sidney Riley et Dusko Popov. Les personnages des romans de John le Carré contrastaient fortement avec l'exubérance de Bond. Des œuvres comme L'espion qui venait du froid et La taupe. Soldats espions proposaient une vision plus sombre et réaliste de l'espionnage. Les espions de John le Carré, loin des héros d'action, étaient des individus imparfaits y pris dans l'ambiguïté morale. Sa représentation soulignait le coût psychologique de l'espionnage, un jeu où la confiance était une denrée rare et la trahison souvent une évidence. Et tout comme Q dans James Bond, de nouveaux gadgets d'espionnage ingénieux ont proliféré pendant la guerre froide. Au premier plan, un appareil photo subminiature conçu par l'inventeur Leighton Walter Zaps. Conçu en 1937, ce petit appareil photo était idéal pour les missions secrètes. Il est devenu l'outil clé des espions et traîtres de la guerre froide, tous cherchant à voler des secrets pour leur maître. L'appareil photo, facilement dissimulable, a exponentiellement accru la quantité d'informations recueillies par un espion. Malgré quelques frayeurs, le monde a échappé à l'anéantissement nucléaire après la guerre froide. La mesure dans laquelle l'espionnage a servi à apaiser ou à aggraver les tensions géopolitiques reste un sujet de débat. Alors que les Allemands de l'Est et de l'Ouest fêtèrent leur liberté après la chute du mur de Berlin en 1989, le reste du monde a poussé un soupir de soulagement collectif lorsque l'horloge de l'apocalypse a été reculée à 10 minutes avant minuit. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont considéré la dissolution de l'Union soviétique, le 25 décembre 1991, comme une victoire dans la guerre froide. Certains affirment pourtant que le bloc de l'Est a gagné la guerre de l'espionnage. Alors que l'Occident comptait sur les avancées technologiques pour recueillir des renseignements, l'Est se concentrait sur le renseignement humain et les agents. Cela démontre que, peu importe le niveau d'avancement technologique dans le domaine de l'espionnage, l'élément humain reste crucial. Au passage du XXe au XXIe siècle, il est devenu clair que l'espionnage ne disparaissait pas mais évoluait. Les tactiques de cap et d'épée appartenaient au passé, remplacées par une nouvelle forme de guerre menée dans le domaine du cyberespace. L'ère numérique a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour l'espionnage. La technologie a offert un accès inédit à l'information. D'un autre côté, elle a rendu les opérations secrètes plus difficiles que jamais. À la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, les conflits régionaux dans des endroits, comme les Balkans, ont présenté de nouveaux défis pour les agences de renseignement. La fragmentation des États et les tensions ethniques ont imposé un espionnage centré sur la compréhension des dynamiques locales plutôt que sur les conflits idéologiques mondiaux.
Les événements du 11 septembre 2001 ont constitué un tournant décisif pour les agences de renseignement, en premier lieu pour les États-Unis. Les attaques terroristes dévastatrices ont révélé d'importantes lacunes dans la collecte et le partage du renseignement. En un instant, la lutte antiterroriste est devenue le centre des efforts de renseignement mondiaux. À la suite du 11 septembre, les États-Unis ont adopté le United States of America Patriot Act, accordant de vastes pouvoirs de surveillance à des agences comme le FBI et la National Security Agency. La loi a autorisé la collecte massive de données sans mandat, des appels au courriel et métadonnées au nom de la sécurité nationale. L'ère numérique a vite révélé la gravité d'une fuite interne. Des hommes comme Edward Snowden et le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, ont ébranlé la communauté du renseignement jusqu'à son cœur. La facilité avec laquelle l'information peut être diffusée à l'ère numérique a rendu la menace interne plus puissante que jamais. À mesure que l'espionnage est passé dans le domaine numérique, le piratage informatique en tant que forme d'espionnage est devenu le principal terrain d'affrontement où les États et les acteurs malveillants s'opposaient. Le nouvel enjeu de l'espionnage, qu'il s'agisse d'influencer élections ou opinion publique, est plus intangible que jamais. Les gouvernements ont vite recruté des experts en sécurité informatique et utilisé des logiciels malveillants pour infiltrer les réseaux ennemis et collecter des renseignements. Les logiciels malveillants infectent désormais facilement les appareils Android et iOS, offrant un accès non autorisé aux messages textes et aux données de localisation système de positionnement global. Ce logiciel a servi à des régimes autoritaires pour cibler militants des droits de l'homme, journalistes, avocats et réprimer manifestations et révolutions. La technologie moderne rend désormais plus difficile l'action secrète des espions. Les scanners biométriques, la vidéosurveillance omniprésente et les traces numériques rendent presque impossible pour les agents de garder des identités de couverture. En regardant vers l'avenir de l'espionnage, il ne fait aucun doute que la prochaine frontière sera celle de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Nous vivons à l'ère des fausses informations et des deepfakes. Submergé par un flot d'informations, chacun doit désormais faire un effort plus soutenu pour découvrir la vérité. Même si l'époque des rencontres secrètes au coin des rues appartient peut-être au passé, le monde de l'espionnage est loin d'être obsolète. Dans cette nouvelle frontière, les enjeux sont plus élevés, les méthodes plus sophistiquées et les questions éthiques plus complexes que jamais. Ce qui est certain, c'est que la frontière entre la vérité et la tromperie continuera de s'estomper, et que l'espionnage continuera d'exercer une influence constante sur les affaires mondiales. S'étendant des tactiques fondamentales des civilisations anciennes au paysage numérique sophistiqué d'aujourd'hui, l'espionnage a tissé une toile complexe à travers le tissu de l'histoire. Alors que le monde évolue, l'espionnage change aussi, rappelant que le jeu des ombres et de l'information est aussi ancien que la civilisation.